Alors, j'espère que vous allez bien. On va continuer notre chapitre sur la radioactivité là. Je pense qu'on s'était arrêté ici la fois passée, comme le chapitre était trop long. Donc, aujourd'hui, on va essayer de terminer ça avec cette vidéo-là. Donc, dans la vidéo précédente, on avait vu c'est quoi la radioactivité. Donc, c'est quand le noyau des nucléoïdes commence à émettre des rayonnements ou des particules. D'accord? Et on a vu trois types de radioactivité. Radioactivité alpha, donc ça c'est quand et le noyau radioactif émet un noyau d'hélium qui est là. Donc c'est ça qui était. Et la radioactivité bêta moins, là c'est un électron qui est émis. La radioactivité bêta plus, là c'est un positron qui est émis. Donc on avait parlé de ça dans la vidéo précédente, mais je reviens un peu là-dessus. Et on a vu aussi pendant l'émission là, le noyau fils est toujours dans un état excité. Donc, il désexcite en émettant un photon. Et donc, de ce fait-là, on appelle ça la désexcitation. Voilà, gamma comme ça, désexcitation gamma. Donc, le noyau fils, qui est marqué étoile, désexcite et devient noyau sans à l'état fondamental en émettant un photon. Voilà. Et on a parlé des familles radioactives ou filiales radioactives aussi. Donc là, c'est toute une famille. Un noyau père qui donne un noyau fils, et ce noyau fils aussi donne un autre noyau fils, et ainsi de suite. Là, on va parler d'une famille radioactive, ok? Donc, je pense que c'est ça, on s'était arrêté la fois passée, pardon. Donc là, on va continuer. Je vais expliquer encore avec des images les différents types de radioactivité là. Donc ça, c'est la radioactivité alpha. Ok? Donc radioactivité alpha. Donc on a dit, voici le noyau au départ. Dans les noyaux, comme on l'a vu depuis la vidéo précédente et la vidéo avant celle-là. Et dedans, dans les noyaux, il y a des protons et il y a des neutrons. Protons de charge positive et des neutrons de charge neutre. Voilà. Donc, vous voyez les deux des boules de deux différentes couleurs. OK? Donc, il arrive un moment où les noyaux commencent à se désintégrer. Donc, c'est ça qu'on appelle la radioactivité. Si l'énergie de liaison qui donne et permet la cohésion des particules dans le noyau là n'est pas assez forte, ces noyaux là, les particules dans le noyau vont commencer à se désintégrer. OK? Donc, quand le noyau arrive dans cet état, donc il arrive qu'il cède deux, vous voyez ici, deux boules, c'est la rose ou bien rose là, ce sont les neutrons. Maintenant, c'est là, c'est couleur quoi, vert ou vert clair ou couleur grise, I don't know. C'est là, c'est les protons là, les charges positives. Donc, quand le noyau émet des protons et des neutrons, donc au total et, 4 nucléons, parce que c'est protons et neutrons, c'est tout cela qu'on appelle nucléons. Donc, quand il émet les 4 neutrons, ça, on appelle les radioactivités alpha. Donc, c'est ça qui est là. Les 4 nucléons émis là, qui sont là. Donc, dans les 4 là, il y a des qui sont des protons, charge positive. Donc, en ce moment, il y a un rayonnement qui est émis, rayonnement gamma. D'accord? Et les noyaux obtenus c'est qu'on appelle le noyau fils. Ça, c'est le cas du radium. Radium 226 ici. Donc, le nombre
le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de charges, c'est 88, ou le nombre de protons, 88. Donc, des protons et des neutrons vont être cédés. Donc, finalement, ce qu'on va obtenir là, c'est le noyau de radium D122. Vous voyez? Donc, ici, c'est A-4. Le A qui était là, si tu fais moins 4 pour avoir ça. Donc, 226 moins 4, ça fait 222. Z, le Z qui est là, Z moins D, pour mettre ici. Donc, 82 moins D, ça fait 86. Donc, ça, c'est la radioactivité alpha. Maintenant, la radioactivité bêta moins. Donc là, comme on l'a dit, c'est quand un électron est émis. C'est quand le noyau émet un électron. Donc, comment ça se passe? On a expliqué ça. C'est comme si, dans le noyau là, il y a un électron qui change et qui devient un proton. Voilà. Donc, par exemple, ici, il y a des boules bleues et il y a des boules, on va dire roses. Donc, du coup, un coup, et une boule bleue décide que non, elle va devenir une boule rouge. C'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente avec des équipes de football, équipe A, équipe B. Et un joueur dans l'une des équipes décide de changer de camp. Donc, cette boule-là qui était bleue, elle décide que non, elle va changer de couleur et devenir rose. Mais techniquement, ce que ça veut dire, c'est un proton qui devient un électron, pardon, qui devient un proton. Voilà. Donc, en ce moment, il y a un antineutrino. On a vu ça. Un antineutrino, un électron et un proton qui sont obtenus. Et bien sûr, ça émet aussi la radiation là pour désexciter. Radioactivité maintenant, bêta plus. Là, au lieu d'un proton là, d'un électron, c'est un positron qui est émis. Voilà. C'est un positron qui part. Vous voyez un peu? Donc là, ça équivaut à comme si un proton devenait un neutron. Voilà. Donc, on obtient un neutron, un positron, et puis ici là, c'était un antineutrino, et là, c'est un neutrino. Voilà, qu'on obtient. Donc, ça, c'est un peu les trois types de radioactivité qu'on a vu. On va voir maintenant ici la loi de décroissance radioactive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si, par exemple, vous avez un certain nombre un échantillon radioactif et le noyau de l'échantillon là commence à se désintégrer petit à petit. Et il y a des noyaux radioactifs. Les noyaux radioactifs là commencent à se désintégrer. Donc, le nombre, puisque quand ça se désintègre, le nombre de noyaux radioactifs va commencer à diminuer. Voilà. Donc, par exemple, tout de suite, le radium là, radium qui descend 226 qui est devenu radium 222 là. Donc, si au début, on avait beaucoup de radium 226 et un à un, il change, il devient radium 222. Donc, au finish là, et peut-être vers la fin, on n'aura plus de radium 226 puisque ça diminue. Donc, c'est ça qu'on appelle la décroissance radioactive. OK? Donc, ça se fait pas, c'est pas comme si on décidait de contrôler, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, c'est aléatoire, comme la probabilité que vous avez vu en mathématiques. Donc, si on prend un échantillon contenant des atomes radioactifs, et ces atomes radioactifs-là sont susceptibles de se désintégrer, là, selon n'importe quelle radioactivité, que ce soit alpha, bêta plus ou bêta moins, voilà, ces atomes radioactifs peuvent se désintégrer, quel qu'en soit
du processus. Cette désintégration-là du noyau est de nature probabilistique. D'accord? C'est pas quelque chose qu'on contrôle, c'est aléatoire. Il n'y a pas de relation de causalité. Donc, il y a quelque chose qu'on a défini, une constante qu'on a définie, comme étant la probabilité de désintégration par seconde. En une seconde, quelle est la probabilité? Combien de désintégrations on peut avoir en une seconde? Quelle est la probabilité qu'il y ait tant de désintégration? C'est ça qu'on a besoin, qu'on a défini ici comme constante radioactive. Et qu'on a noté comme ça. C'est lambda là. Et qui s'exprime en seconde moins 1. Donc, il y a combien par seconde? Combien de désintégrations par seconde? C'est ça le lambda. D'accord? Ça, c'est important quand même. Cette constante, la constante radioactive, là, elle est importante. Il faut retenir ça. Donc, c'est pour cela que je remets ça ici pour qu'on puisse continuer avec. Donc, la constante radioactive, il faut retenir ça. Donc, on va parler maintenant de la loi de décroissance radioactive, à proprement parler. Si on a au début un nombre N0 de nucléoïdes radioactifs, un nombre de noyaux à l'initial, donc on va appeler ça N0. D'accord? Ça, c'est à l'instant T. Donc, vous êtes d'accord avec moi, plus le temps passe, plus le nombre de noyaux radioactifs là, diminue, puisqu'ils vont se désintégrer. Si au début on avait 100, ça commence à se désintégrer 1. Ça commence 1 à 1. Par exemple, le cas de radium, de 126 qui devient radium de 122 là, 1 à 1, ils vont commencer à faire ça. Donc, si vous laissez aujourd'hui, c'était 100, peut-être demain vous revenez, vous allez trouver que peut-être 5 se sont déjà transformés. Et vous voyez. Donc, à chaque instant T, il y a un certain nombre de noyaux radioactifs que vous allez venir trouver. D'accord? Donc, à chaque instant T, on note N, le nombre de nucléoïdes radioactifs. Maintenant, à l'instant T égale à 0, là, ça, c'est le nombre, on va appeler ça N0. D'accord? Donc, le nombre des noyaux désintégrés, là, entre un instant T et un instant T plus delta T, on va appeler ça moins dn. Puisque vous êtes d'accord avec moi que si on prend l'instant T, ok, on prend tout de suite, vous notez l'heure, la date d'aujourd'hui, la date, l'heure et tout. On a par exemple 75 nucléoïdes radioactifs. Donc vous revenez dans 5 mois, par exemple. Vous notez la date, l'heure. Donc vous êtes d'accord avec moi que le nombre de noyaux radioactifs que vous allez trouver peut être inférieur à 75 là, que vous avez au début. Peut-être, disons que c'est 50. Donc, si vous faites la variation, les 50, puisque c'est comme départ moins arrivé, 50 là, moins les 75. Vous voyez, c'est négatif, non? Donc, le delta, la variation, donc, on a besoin de mettre les moins là pour rendre ça positif, pour dire que c'est un nombre. Donc, c'est moins dn là, c'est le nombre, ça présente le nombre de noyaux désintégrés. C'est là que les gens ils s'embrouillent. C'est pas le nombre restant, c'est le nombre de noyaux qui sont partis. OK? L'exemple que j'ai pris tout de suite là, 50 moins 75, ça fait 25. Hein? Normalement, ça fait moins 25. Mais comme il y a un moins là,
le moins va s'annuler. Donc ça, il faut retenir que c'est le nombre de noyaux, c'est écrit ici, le nombre de noyaux désintégrés entre deux instants. Ce n'est pas le nombre de noyaux restants. OK? Si au début on avait 100, après il y a 75 qui restent, donc 25 sont partis. Celui-là représente les 25. Ce n'est pas le nombre de noyaux restants. Il faut que j'insiste là-dessus parce qu'il y a des gens qui s'embrouillent. Déjà, ils vont, si vous ne comprenez pas ça, déjà, ce sera difficile de continuer. Maintenant, ce nombre de noyaux qui se sont désintégrés là, il est proportionnel au temps et aussi proportionnel au nombre de noyaux présents. Au nombre de noyaux total qu'on avait. D'accord? Voilà. Donc, plus c'est beaucoup, plus ça, la désintégration est plus rapide ou il y a plus de désintégration, j'allais dire. Donc, s'il n'y a pas trop de noyaux, donc si le nombre de noyaux radioactifs diminue aussi, le nombre de désintégrations aussi va diminuer un peu. C'est ce que ça veut dire. Puisqu'on a dit que le nombre de noyaux désintégrés là est proportionnel au temps, ça c'est évident. Plus le temps passe, plus le nombre là va changer. Donc, proportionnel au temps et aussi proportionnel au nombre de noyaux présents. Par exemple, si dans 5 mois, vous venez vous trouver, il y a 50 noyaux qui restent. Donc, si vous quittez et vous revenez encore dans 5 mois, le nombre de désintégrations qui vont se passer entre les premiers choses, premier intervalle et le deuxième intervalle, là, ne sera pas pareil. Parce qu'au début, le nombre de noyaux était nombreux, était élevé. Et après, ça a baissé, le niveau a baissé. Donc, ça ne sera pas la même désintégration, la même vitesse de désintégration. Donc, ici, c'est tout simple. On a dit que ces nombres-là, les moins là, faudra faire avec. Hein. J'ai expliqué pourquoi il y a les moins. Donc, moins dn. Donc, on a dit que ces nombres-là, moins dn, là, le nombre de noyaux désintégrés là, est proportionnel au temps. Donc, on met dt ici. Et proportionnel au nombre des noyaux présents, donc à n. Donc, voici n ici. Et vous vous rappelez de ça? Et ce lambda là, c'est en haut ici. C'est pour cela que j'ai encadré ça. Donc, ça, c'est la constante radioactive. C'est le nombre de désintégrations par seconde. C'est la probabilité, en fait. Pas le nombre. Quand on dit le nombre comme ça, c'est un peu compliqué. Mais la probabilité, quelle est la probabilité pour qu'il y ait des désintégrations? Pour qu'il y ait pas le nombre de désintégrations par seconde, mais c'est la probabilité de désintégrations par seconde. Il faut faire la différence. Hein. Ce n'est pas le nombre par seconde. Parce que le nombre de désintégrations par seconde, là, ça a un autre nom. On va voir ça après. Celui-là, c'est la probabilité. C'est lambda, là. C'est la probabilité de désintégration par seconde. Donc, la probabilité de désintégration par seconde multipliée par le nombre de noyaux et multipliée par la variation des temps. Voici donc le nombre de noyaux qui seront désintégrés. Donc, si vous intégrez ça, intégrale de n0 à n, c'est ça là. Donc, ça va donner ça. Intégrale entre 0, temps 0 ou temps t, c'est ça qu'il faut intégrer. OK? Donc, le nombre de noyaux radioactifs diminue de façon exponentielle avec le temps. Il faut faire la différence ici. Là, moi, je dis quoi? C'est le nombre de noyaux radioactifs. C'est pas pareil que le nombre de noyaux désintégrés.
Désintégrer là, ça c'est comme si c'est le nombre de noyaux qui sont partis. On les classe plus. Ils se sont transformés, ils sont partis. On les classe plus. Mais là, je parle du nombre de noyaux radioactifs. Donc c'est ce qui reste. Si au début on avait 100, ça diminue. Après on a 75, ça diminue. Ce qui reste là, c'est le nombre de noyaux qui restent, qui sont toujours radioactifs. Et ça, c'est de ça que je parle. Ça, c'est exponentiel. Et ça, voici comment on trouve ça. N, T. Donc, ça fait N0 exponentielle de moins lambda T. Donc, si vous voulez le nombre de noyaux radioactifs à l'instant T, vous prenez le nombre de noyaux radioactifs qu'on avait au départ, là, c'est-à-dire N0. Voici ça ici. N0, c'est le nombre de... C'est pas moins, c'est noyaux. C'est une erreur ici. Nombre de noyaux de nucléoïdes radioactifs présents à l'instant T, là, à l'instant T égale à 0, initialement. Donc, si on a ça, et on a la probabilité là, de désintégration là, par seconde là, on peut avoir le nombre de noyaux radioactifs à un instant T donné. Il suffit juste de remplacer T ici. Si vous voulez, si au début on avait, par exemple, les 100 là, et qu'on connaît la valeur de lambda, donc si vous voulez, dans 100 ans, vous venez vous remplacer T par sa valeur, et vous allez avoir le nombre de noyaux qui vont rester d'ici 100 ans. C'est ce que ça veut dire. Donc, il faut faire la différence. Là, on vous parle du nombre de noyaux désintégrés de ceux qui sont partis. Et là, on vous parle du nombre de noyaux qui sont restés sur place, qui sont toujours radioactifs. On va parler des noyaux qui sont restés en place pour faciliter la compréhension. Donc, si vous n'arrivez pas à faire cette différence-là, ça sera compliqué de comprendre la suite. Voilà. Donc, il faut retenir cette formule-là, très importante. Et aussi, si c'est là, cette formule. D'ailleurs, je vais garder les deux là pour la suite. Donc, je remets ça ici. Voilà. Il faut garder cette formule et il faut garder cette formule. Ça, c'est le nombre de noyaux qui restent. Et ça, c'est le nombre de noyaux qui sont désintégrés. D'accord? OK. Donc, ici, si on prend MT étant la masse radioactive présente dans un échantillon radioactif, et M0, la masse initiale radioactive présente dans l'échantillon, on peut aussi, en utilisant le nombre d'Avogadro, on sait que la masse molaire, nombre d'Avogadro et puis la masse molaire, la masse totale multipliée par la masse molaire multipliée par N, on peut avoir le nombre N aussi. On peut avoir le nombre de noyaux équivalents. C'est simple, hein? Si vous avez du cuivre, vous connaissez la masse de ce cuivre-là, vous connaissez la masse molaire du cuivre, vous pouvez avoir le nombre de noyaux, pour ne pas dire le nombre d'atomes de cuivre présents dans l'échantillon. Ou bien, voilà. Donc, c'est ça seulement on a utilisé ici. Donc, ce qui veut dire que cette formule-là qu'on a ici avec les N là, avec le nombre de noyaux là, on peut la remplacer avec des masses. Voilà. Parce que le nombre de noyaux, c'est souvent compliqué d'avoir. Donc, si on a la masse de votre échantillon de cuivre ou bien échantillon de n'importe quel métal que vous voulez, vous avez la masse initiale au départ. Dans 20 ans, 100 ans, vous revenez, trouver que voilà ce qui reste. Vous pouvez calculer ce qui reste là en utilisant ça, cette formule. Voilà. Masse à l'instant T en utilisant la masse initiale. Donc, ça aussi, c'est possible. Au lieu d'utiliser les nombres de noyaux là ou bien les nombres d'atomes. Donc, je remets ici les deux là. Le nombre de noyaux qui sont désintégrés. Et celui-là, c'est le nombre de noyaux restants.
toujours radioactif. Il faut retenir ces deux-là, si vous voulez comprendre ce chapitre. Très important. On va parler maintenant de la période radioactive. La période. C'est quoi une période? La période. Donc, ici, c'est la durée ou quoi? Ici, pas période. La période radioactive, ou encore on appelle ça demi-vie, et le symbole c'est T, comme ça, en majuscule. C'est le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux là, de ces nucléoïdes là, subissent une désintégration. Donc, si au début on avait 100, le temps qu'il faudra pour qu'il reste 50, c'est ce temps-là qu'on va appeler période ou demi-vie. La période radioactive ou demi-vie. OK? OK. Donc, si je prends par exemple, vous voyez la formule là, vous rappelez-vous que c'est N là, c'est le nombre de noyaux radioactifs qui restant. On a la sens qu'au niveau de quand on est à la période radioactive, c'est-à-dire demi-vie, c'est une moitié qui reste, c'est une moitié aussi qui est partie. Donc là, ça y est égalité. Donc, on peut utiliser cette formule-là pour dire qu'il y a un demi de N0 qui reste. Puisqu'au début, c'est N0 qu'on a. Donc, à la demi-vie, c'est-à-dire à la période radioactive, il y a la moitié de N0 qui nous reste. Donc, le nombre restant à l'instant T, T égale à grand T, ce nombre N-là est égal à la moitié de N0. Donc, on peut remplacer ça là par la moitié de N0. Parce qu'à la demi, on a dit c'est la moitié des noyaux qui restent. Donc, c'est ça, on a remplacé ça, celui-là, par N0 sur 2. C'est la moitié qui reste. Vous voyez, non? Donc, cette formule-là, imaginez, prenez ça seulement, remplacez ça là par N0 sur 2. Vous allez obtenir ça. Donc, on a juste remplacé le nombre là par N0 sur 2. D'accord? Donc, ça, le T là, c'est quel T? C'est T de la demi-vie là qu'il faut remplacer. Le T qui est là, qu'il faut remplacer par, voilà. Quand T égale à grand T, c'est que le grand N là, le N égale à la moitié de N0. Donc, on remplace N par N0 sur 2, et puis on remplace T par T majuscule. Voilà. Donc, si vous faites ça, vous pouvez tirer votre T majuscule là tranquillement pour savoir quelle est la demi-vie de votre échantillon. La période radioactive. Donc, on met Ln ici, on met Ln ici. OK? Donc, déjà, si vous avez les N0 comme ça, là, les N0 là, peuvent se simplifier. Hein? Ça part. Donc, c'est comme si on a Ln de 1 demi. Et puis après, vous mettez Ln moins lambda T. Et vous allez trouver, vous allez pouvoir tirer. Puisque Ln de expo, Ln et puis expo étant des fonctions, comme on appelle, réciproques. Donc, si on fait Ln de expo de A, ça donne A lui-même. Si vous faites aussi expo de Ln de A, ça donne A lui-même. Donc, quand vous allez introduire Ln ici, expo là, ça va donner 2 là lui-même. Et puis Ln de 1 demi, ça donne moins D. Donc, c'est ça qui va faire partie les D. Ça, c'est un peu mathématique. J'espère que
Vous pouvez faire ça. Voilà. Donc, quand vous allez simplifier les N0 là, il va rester 1,5 ici. Et ln de 1,5 ici, comme c'était égal à ln de D, et ln de moins D, parce que c'est ln de 1 moins ln de D. Donc, ln de 1, ça fait 0. Puisque la règle de ln vous dit que ln de A sur B, c'est comme si c'était ln de A moins ln de B. Voilà, donc ln de 1,5, c'est comme si ln de 1 moins ln de D. Donc, le ln de 1, ça fait 0. Donc, il va rester moins ln de D. Donc, ici, vous allez, de ce côté-là, vous allez obtenir moins ln de D. De ce côté-là, le n est parti hein, avec celui-là. Vous allez faire ln de expo de moins lambda t. Donc, ln de expo de moins lambda t, ça va donner moins lambda t. Donc, du coup, à droite, là, vous allez obtenir moins lambda t. Donc, le moins d qui était là, le moins là, et puis le moins qui est là, vont partir. Donc, vous allez avoir ln de d égale à lambda t. Donc, t va être égal à ln de d sur lambda. Donc, c'est ça qui est là. Donc, c'est comme ça on calcule la demi-vie. Il faut retenir cette formule-là aussi. Donc, vous avez cette formule à retenir, celle-là à retenir et celle-là là aussi à retenir. Donc, de ce fait-là, si vous prenez nt, parce que ici, vous avez t, dès que vous avez la période, vous connaissez la période radioactive ou bien la demi. Si vous avez la demi-période, vous pouvez utiliser maintenant, j'ai dit la demi-période, la demi-vie, vous pouvez utiliser la demi-vie là pour estimer, pour obtenir cette formule-là en utilisant uniquement la demi-vie et puis le nombre initial N0 là, pour avoir un nombre à n'importe quel instant T donné. Voilà, en utilisant cette formule. Donc, on peut, et la période là s'exprime en secondes, hein, la demi-vie là s'exprime en secondes. Donc, voici un peu une courbe qui permet de illustrer un peu ce qu'on vient de dire. Si vous avez N0 ici, c'est-à-dire le nombre initial. Okay? Donc, quand le nombre initial va devenir N, N0 sur D, c'est-à-dire la moitié de ce qui était à l'initial là, c'est ça qui reste. En ce moment, le temps qui sera écoulé sera la demi, la demi-vie. Ça, on va appeler demi-vie. D'accord? Donc, c'est ça on appelle la période radioactive. Après encore, la moitié de la moitié, donc c'est-à-dire un quart, ça va correspondre donc à 2 fois la demi-vie, dt. Voilà, et ainsi de suite, encore la moitié, ainsi de suite. D'accord? Donc, ici, ce qu'il faut retenir, peut-être cette formule, celle-là et aussi celle-là. Il faut retenir. Donc, le tableau là, c'est juste pour illustrer. D'accord? On va prendre un cas concret. Je prends ce cas, par exemple. Ce cas-là, c'est le cas de la décroissance radioactive du carbone 14. Carbone 14, et on va voir même tout de suite des exemples, comment on utilise ça là, pour faire la datation carbone 14. Donc, au début, 1,0, vous voyez, voici le nombre de noyaux radioactifs qu'on a. Donc, ce sont les isotopes radioactifs. Carbone 14, ils sont, vous voyez. Donc, N0, c'est concentration initiale de l'isotope PL, carbone 14. Donc, vous voyez, c'est le point rouge ici. Donc, quand on sera à la moitié du nombre initial ici, si vous comptez, peut-être, ça sera la moitié.
Voyez, tous ceux qui sont devenus verts là, on dit ce sont les isotopes fils et ils sont stables. Le carbone 12, c'est le carbone 14 qui n'est pas stable. Donc, avec la radioactivité, il devient tout de suite carbone et carbone 12. Donc, ici, la moitié, arrivé ici, la moitié de ce qu'on avait à l'initial là, a disparu. Donc là, ça correspond à la demi-vie. Et pour le carbone, vous voyez la demi-vie là, ça correspond à combien d'années? 5600 années. Vous voyez comment c'est trop? Parce que là, on est en nombre d'années, là. Et là, vous avez combien? La demi-vie, c'est combien? Pour que la moitié disparaisse, c'est-à-dire la moitié qui reste, 5600. 5600 ans. Donc là, c'est l'écart et ainsi de suite. C'est beaucoup, hein? Voilà. Donc ici, c'est pour cela que ce carbone-là est utilisé pour faire des datations. On va voir ça tout de suite dans l'application. Donc, on va parler d'une dernière chose avant de faire des applications. On va parler de l'activité. Activité radioactive d'un échantillon. Donc, je vous parlais au début là du nombre de désintégrations par seconde. Voilà. Qui est différent de la probabilité de désintégration par seconde. D'accord? Donc, si vous prenez l'activité d'une source radioactive, c'est le nombre de désintégrations qui se produisent en une seconde. Une seconde. OK? C'est différent de la constante radioactive lambda, là. Ça, c'est la probabilité en une seconde, qui s'exprime aussi en seconde moins 1. Il ne faut pas confondre. OK. Donc, il y a quelque chose qu'on utilise pour mesurer cette activité-là. Rappelez-vous, hein, définition d'activité, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Donc, on utilise le becquerel, BQ, comme ça, comme unité internationale pour mesurer ça. Donc, le nombre de désintégrations représente une désintégration par seconde. Donc, un becquerel, ça fait une désintégration par seconde. Voilà. Il y a aussi ici cette unité-là qui est une ancienne unité utilisée pour mesurer l'activité. Le curie, donc, il représente l'activité d'1 gramme de radium. Voici ici, si vous voulez convertir, un curie fait 3,710 puissance 10 becquerel. D'accord? Ouais. Donc, on a dit que c'est le nombre de désintégrations par seconde, non? Donc, si vous voulez une activité à un temps donné, AT, donc il faut voir le nombre de noyaux. Vous vous rappelez de ça? Moins D1 là. On a dit que c'est le nombre de noyaux qui se sont désintégrés. À faire la différence entre ici le nombre de noyaux qui restent. Donc, prenez le nombre de noyaux qui se sont désintégrés sur, sur un intervalle de temps, divisé par le temps. Si on vous dit que 1 million de noyaux se sont désintégrés en 100 ans, donc vous prenez les 1 million divisé par 100, 100 ans que vous allez convertir en secondes. C'est ça qui va vous donner l'activité. Donc, si vous vous rappelez que ça, c'est le nombre de noyaux désintégrés, ils avaient précisé, ils avaient incité là-dessus pour dire qu'il ne faut pas confondre avec le nombre restant, qui est ça. Donc, ça, c'est le nombre de noyaux désintégrés là. Donc, si vous avez le nombre de noyaux désintégrés, voilà, j'avais expliqué pourquoi il y avait les moins là aussi. Vous divisez par l'intervalle de temps,
Donc, vous allez avoir l'activité correspondante. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, si vous voulez aussi, vous venez vous diviser. Par exemple, si vous divisez ici par delta, delta t, ou bien d de t, vous divisez ici par d de t, parce que c'est ça qui est là, hein, moins dn sur dt. Donc, si vous venez vous diviser par dt ici, divisez aussi par dt ici. Qu'est-ce que vous allez obtenir? Donc, les dt ici là vont disparaître, non? Il va vous rester quoi? Lambda n. D'accord? Et n là, n à un instant t donné, c'est donné par cette formule. Donc, c'est comme si c'était n là. Alors que c'est n là est donné par cette formule. Donc, n égale à n0 expo de moins lambda t. Donc, c'est comme si, en divisant par dt, celui-là, quand vous avez divisé par dt, vous allez obtenir lambda n. Voilà. Lambda n. Et n peut être exprimé en fonction de n0. Et c'est ça qui est là. Donc, au lieu d'écrire lambda n là, on fait lambda fois tout ça. Donc, c'est ce qui fait que activité là, vous pouvez la trouver en faisant lambda n0 expo de moins lambda t. Une autre formule que vous devez retenir. Il faut retenir cette formule aussi. Très important. Voilà. Donc, si vous voulez remplacer par 0, si t égale à 0, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, on va obtenir A0, non? On est d'accord. Donc, expo de 0, ça fait 1. Donc, on va obtenir lambda n0, ce qui est logique. Voilà, l'activité, donc, à l'instant 0, A0, ça fait lambda n0. Lambda fois n0. Et les AT, donc, celui-là, ça va faire lambda fois nt. Ça, c'est ce qui était ici, qu'on avait déterminé ici depuis le début. Voilà. Et nt, là, les nt égale à quoi? Nt, c'est ce qui est là. N0, expo de moins lambda t. C'est ça qui est nt. Donc, c'est comme si vous êtes venu, vous avez ajouté un lambda ici. Alors que lambda n0, là, voilà, lambda n0, ça, lambda n0, cette partie-là seulement, lambda n0, égale à A0, non? Donc, on peut remplacer cette partie par A0. Donc, on peut dire que ça fait A0 expo de moins lambda t. Donc, activité à l'instant t égale à activité initiale expo de moins lambda t. Donc, cette formule-là, ça marche pour les n, ça marche pour les masses. Les masses, on a expliqué ça aussi. Ça marche pour les activités aussi. Donc, nt égale à n0 expo moins lambda t. mt égale à m, on parle de masse là, m0 expo moins lambda t. Et a aussi, at égale à a0 expo moins lambda t. Donc, si on veut ln de a, ln de a, donc, sera ln de tout ça là. Donc, ln de tout ça là, ça va faire ln de a0 moins, puisque c'est une multiplication, la règle de ln. Comme c'est une multiplication et ln de expo va donner moins ça. J'ai expliqué ça en disant que ln de expo de ln de expo de a, ça fait a. Expo de ln de a aussi, ça fait a. Donc, expo de moins lambda t, c'est égal à moins lambda t. Et ln de expo de moins lambda t, ça va faire moins lambda t. Puisque comme c'est une multiplication, ln de a fois b, ça fait ln de a plus ln de b.
Ça, on sait. Donc, ça va faire ln de A0 à part plus ln de expo de moins lambda t. Mais c'est le ln de expo de moins lambda t là qui donne moins lambda t. Là. Voilà. Donc, on peut obtenir ça. Donc, on peut obtenir ces lambda là en traçant la courbe de ça là. ln de A en fonction du temps. En ce moment-là, la pente de cette courbe-là sera notre lambda. Et l'activité là, c'est quelque chose qui peut se mesurer facilement. Voilà. À l'aide de ça là, on dit comme tel quoi. I don't know how to do this. J.J. Miller. On peut mesurer directement à l'aide de ça, compteur J.J. Miller, l'activité. Quelle est l'activité actuellement? C'est-à-dire quel est le nombre de désintégrations par seconde, en une seconde. C'est ça l'activité. À ne pas confondre avec la constante radioactive là, qui est nombre de la probabilité de désintégration en seconde. Et N6, si on considère une source de potassium radioactive qui émet, voici les nombres de désintégration, 8,4 puissance 13 désintégration en 7 secondes. On dit de déterminer et calculer l'activité de cette source en becquerel et en Curie. Donc, l'activité là, l'activité de cette source radioactive et son nombre de désintégrations en secondes, c'est ça qu'on... Donc, en rappel ici, on a dit que le becquerel, donc c'est l'unité qu'on utilise pour mesurer l'activité. Donc, ça représente une désintégration par seconde. Voilà, pour convertir aussi, on peut utiliser cette formule-là pour convertir ça en Curie. 1 Curie égale à 3,10 puissance 7, 3,7 10 puissance 10 becquerel. Donc, si le nombre, c'est le nombre de désintégrations, je pense qu'ils avaient donné quelque chose comme ça. Le nombre de noyaux qui se sont désintégrés. Ça, par exemple, le nombre de noyaux, si on vous dit le nombre des noyaux qui se sont désintégrés en 7 secondes, donc le nombre de noyaux désintégrés, c'est comme si c'était le moins dn là qu'on vous a donné comme ça. Et le dt là, c'est ça qui est comme ça. Je retourne un peu pour vous montrer la formule. Voilà. C'est moins dn là. C'est ça le nombre de désintégration. Et dt là, c'est le temps. Donc, pour avoir l'activité, vous faites ça divisé par ça. Donc, vous devez retenir toutes les formules qui sont ici. Donc, on fait juste, donc le 8,4 10 puissance 13 là, divisé par 7 secondes. Donc, vous allez avoir 1,2 10 puissance 13 becquerel. Et vous utilisez ça pour convertir ça en Curie. Comme, étant donné qu'un Curie, ça fait 3,7 10 puissance 10 becquerel. Donc, voici ce que vous obtenez. 324,32 Curie. Bon, on va parler d'application maintenant de la radioactivité. On peut utiliser ça, la radioactivité, pour faire la datation carbone 14. Vous avez déjà entendu parler de ça, les archéologues qui font des fouilles et qui donnent les dates et qui établissent des années, par exemple des fossiles. Ça, c'est un objet qu'ils trouvent, ils estiment l'âge de l'objet, par exemple. Comment ils font pour estimer l'âge, par exemple, ces objets-là, tout ça? Comment ils font pour dire que cet objet-là a tant de millions d'années ou tant mille ans, comme des milliers ou millions d'années? Voici tous ces objets historiques-là. Comment vous faites? OK? Donc, comment ils font pour faire ça? Donc, c'est tout simplement la datation carbone, là, ils utilisent le plus souvent. Donc, quand vous voyez ici, le carbone 14, je pense qu'on a parlé déjà d'un exemple comme ça. Le carbone 14 là, qui est un isotope radioactif du carbone 12,
possède un temps de vie à peu près 5730 ans. Donc, dans l'atmosphère, il se trouve que dans l'atmosphère, il existe un taux constant de ce carbone 14. Ça ne diminue pas. Ça est là, c'est toujours comme ça. Et pourquoi c'est là? Parce que ce carbone qui est présent dans l'atmosphère là devrait disparaître normalement à cause des intégrations là, radioactives. Mais le nombre là est toujours renouvelé grâce aux réactions nucléaires simultanées par rayonnement cosmique. Donc ça reste toujours euh, constant. Donc du fait de la respiration aussi et de la photosynthèse, les organismes vivants possèdent au cours de leur vie un taux de carbone 14 constant. Donc quand l'organisme, c'est-à-dire notre corps, le corps humain aussi est fait, il y a du carbone 14 dedans. Donc pendant que l'organisme est vivant, le taux de carbone 14 reste constant. Et c'est lorsque l'organisme meurt que les échanges là, les échanges avec l'air et avec l'atmosphère s'arrêtent. Et c'est en ce moment que le taux du carbone 14 là arrête d'être renouvelé. Donc, qui va commencer maintenant à diminuer selon la loi de décroissance standard. Donc, lorsque les ossements, par exemple, on fait des fouilles, les archéologues là font des fouilles et puis ils trouvent des ossements, par exemple, peuvent mesurer le taux du carbone 14 à l'intérieur de l'organisme. Donc, ils vont comparer avec le taux normal de quand l'organisme est vivant, était vivant. Donc, ainsi, on peut être capable de retrouver la date là. Quelle est la période qui s'est écoulée depuis que cet organisme-là s'est éteint. Si on trouve que la concentration normale, par exemple, c'est temps, et actuellement, la concentration est là, on peut estimer, et si on connaît, par exemple, on connaît déjà la période du carbone 14, on connaît la période, donc on peut savoir, voilà, quel est le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'organisme s'est éteint. D'accord? Je prends un exemple très simple. Si par exemple, vous savez que la période là, pour que la moitié diminue, il faut 2 ans. On va prendre ça très simple. D'accord? Il faut 2 ans. Et vous savez que le nombre normal, quand cet organisme est vivant là, le nombre normal, c'était par exemple 200, 200 atomes. Et à l'instant où vous êtes venu mesurer, par exemple, vous trouvez qu'il y a 50 qui restent. Donc, ça veut dire qu'il s'est passé des demi-vies, des périodes. Premièrement, la première période, c'est passé de 100 à 50. Et vous connaissez que la période, c'est 2 ans. Donc, c'est passé de 100 à 50. Vous connaissez vous savez que pour que ça passe dans la moitié, là, il faut 2 ans. Donc, comme il reste l'écart, vous savez donc qu'il s'est passé 2 périodes. Donc, vous pouvez dire que ça fait 4 ans que l'organisme est mort. Quelque chose comme ça. Donc, c'est ça qu'ils utilisent en utilisant la période du carbone 14, c'est-à-dire la demi-vie, qu'on a dit ici, demi-vie de 5730 ans, pour faire la datation, pour dater les fossiles, là, les trucs. Ça. Donc, voici les dates à peu près. Je suis en train de reculer là. OK? Et puisque la décroissance là est exponentielle, plus l'âge de l'organisme est récent,
meilleure est la précision des mesures. Donc, ici, là, les précisions sont meilleures. Plus ça dure, plus les précisions sont un peu forcées. Voilà. Donc, pour les temps longs, là, la courbe, là, s'aplatit. Donc, vous voyez ici, par exemple, c'est très, très, très compliqué de mesurer, par exemple, ici, là, entre là et là. Par exemple, entre là et là, vous pouvez mesurer facilement et donner les nombres exacts. Mais quand ça dure trop, par exemple, quand c'est entre 500, entre 50 000 et 60 000, c'est combien, par exemple? Parce que ça devient une asymptote. On dit ça s'approche sans jamais se toucher. Donc, c'est en ce moment que ça devient très compliqué. C'est parce que la courbe s'aplatit. Et donc, la précision va diminuer. Donc, pour le carbone 14, on peut estimer, euh, on peut estimer que la méthode est fiable jusqu'à l'âge de, c'est-à-dire 5 à 6 fois la demi-vie, soit environ 35 000 ans, jusqu'à environ ici, là, 35 000 ans. On peut dire que c'est toujours fiable. 35 000 ans. 30 000, 40 000, donc au milieu ici, 35 000. C'est fiable. C'est fait beaucoup. Donc, une remarque très importante, si l'on souhaite dater des éléments à échelle de temps radicalement différentes, comme en géologie par exemple, il faut utiliser les populations de noyaux radioactifs présents en temps de demi-vie adapté. OK? En géologie, genre les trucs des dinosaures, l'âge de la Terre, ainsi de suite. Donc, par exemple, la méthode de datation de radium, strontium, ouais, c'est quoi? Strontium, radium, strontium. Cette méthode-là s'applique à l'échelle de la formation de la Terre. Parce que ça, la demi-vie est d'environ 49 milliards d'années. C'est pas compliqué, hein. C'est comme si vous voulez mesurer eh, la distance ou bien la taille les dimensions de votre maison. Vous utilisez quoi? Des mètres, non? Vous utilisez des mètres. Et si vous voulez utiliser, vous voulez estimer la distance d'une ville à une autre, là, vous utilisez des kilomètres. Voilà. Donc, si c'est l'élément que vous voulez dater là est tellement vieux et que vous utilisez, si vous utilisez par exemple, carbone 14 dans la demi-vie, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, c'est pas adapté. Il faut aller utiliser des éléments, pas le carbone en ce moment, il faut aller utiliser d'autres éléments dont la demi-vie est vraiment élevée. Par exemple, comme le cas ici, 49 milliards d'années. C'est beaucoup. On peut aussi appliquer eh, la radioactivité là, en médecine. Comment ça se fait? Donc, en médecine, depuis la découverte du radium par Pierre et Marie Curie, attention, il y a des gens qui confondent, hein. C'est deux personnes. C'est c'est un couple, en fait. Pierre et puis Marie. Maintenant, leur nom de famille, là, c'est ça qui est Curie. Donc, il y a d'autres qui pensent que c'est Pierre et puis c'est Marie Curie. Non, non. C'est Pierre et puis Marie. Maintenant, leur nom de famille, là, c'est ça qui est Curie. Et qui ont vraiment travaillé sur ça et qui, malheureusement, même sont décédés à cause de la radioactivité, là. Donc, depuis la découverte, là, diverses applications de la radioactivité ont progressivement été développées, définissant notamment aujourd'hui le domaine de la médecine là, nucléaire. La médecine nucléaire, donc, c'est l'une de ces applications utilisées, par exemple, pour faire des tracés radioactifs, c'est-à-dire des particules radioactives que l'on injecte à un patient et qui ont été préparées spécifiquement
pour qu'elle se fixe sur des zones particulières. Par exemple, on peut faire des particules radioactives pour qu'ils se fixent uniquement sur des tumeurs, par exemple. Donc, quand on va injecter ça dans le corps, ils vont aller se fixer uniquement où il y a des tumeurs dans l'organisme. Pas uniquement là où il y a des tumeurs. S'il n'y a pas de tumeurs, ils ne vont pas aller. Donc là, quand le médecin va faire son scannage, il va voir, ah, il y a partout où il y a des trucs là, sont allés se fixer là. C'est là qu'il y a des problèmes. Donc, on peut aussi détecter les rayonnements émis au cours des intégrations là, radioactives là, et, et s'en servir pour l'imagerie médicale. Ça, il s'agit de ces cas-là, par exemple. OK? Donc, aussi, on peut utiliser ça pour traiter les cancers, par exemple. Tout ça, c'est dans le domaine médical. Donc, une autre application de servir les rayonnements émis par les noyaux radioactifs là, pour détruire certains tissus, comme les tissus cancéreux. C'est la radiothérapie. La radiothérapie. Donc, ils utilisent, parce que quand il y a la radioactivité là, on vous a dit que les noyaux là émettent des radiations. OK? Ils émettent des radiations. Et ces radiations là peuvent tuer des cellules cancéreuses. D'accord? Donc, on peut utiliser ça pour traiter les cancers. Donc, bien entendu, en suivant un certain nombre de règles, il y a des normes à suivre, à respecter. OK? Voilà. Il faut, par exemple, limiter la durée d'exposition des éléments radioactifs là. Si tu es beaucoup exposé, ça peut aussi être fatal. Voilà. Pour les personnels, c'est-à-dire les médecins là, les radiologies là, par exemple, à l'hôpital, les soignants qui doivent faire face toute l'année là, ils sont munis de protections bien adaptées. Et la salle à part, pendant la radio là, écran de protection et tout ça. Il y a des précautions qu'ils prennent pour ne pas mettre en danger la vie du soignant. Donc, cet exemple qui est là, sur la photo, c'est le traitement à l'iode radioactif. Voilà. Ou quoi? Irathérapie, cancer de la typhoïde. OK? Donc, les, les patients prennent, par exemple, une gelule d'iode radioactive. Donc, ça passe dans son estomac. Et de l'estomac à l'intestin, ça va passer dans le sang, dans les vaisseaux sanguins. Donc, si on fait un zoom, voici des cellules cancéreuses, des cellules normales. Donc, ici, on fait un zoom ici, dans le sang ici, par exemple. Donc, on va trouver, voici, par exemple, dans le typhoïde, là, cellule typhoïdienne cancéreuse, cette cellule-là. Et là, c'est les cellules qui sont juste des cellules voisines. Là, c'est les cellules normales. Ça, c'est les cellules normales. Ça, c'est la cellule cancéreuse. Donc, l'émission, là, vous voyez les rayonnements? Ce sont les rayonnements, là, qui peuvent tuer la cellule cancéreuse, là. Voilà comment ça marche. C'est juste un exemple. Il y a plusieurs d'autres exemples. OK? Voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est là la fin du chapitre. Merci beaucoup et à la prochaine.